Bon, bonjour. Alors tout d'abord, excusez-moi parce que je suis un peu malade, donc j'espère que ça ira et que mon propos sera à peu près clair. Donc je vais vous parler aujourd'hui des post-mémoires de la guerre d'Algérie. Donc c'est une recherche que j'ai commencée, qui est en cours, hein, donc c'est vraiment plutôt des résultats temporaires que je vais vous présenter là. Le concept de post-mémoire, c'est un concept qui a été inventé par Marianne Hirsch, donc une américaine qui est née à Timișoara en 1949 et donc qui a en fait commencé à travailler sur ce concept-là de mémoire portée par des personnes qui n'ont pas vécu les événements. Donc c'est pas le concept de mémoire en tant que tel, c'est voilà, une génération seconde, voire troisième. Donc elle a commencé en fait à travailler sur ce sujet à partir en fait de l'application en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc pour elle, c'est vraiment sur la Seconde Guerre mondiale que cela se joue. Elle-même en fait, elle porte en quelque sorte cette mémoire seconde aussi, toute sa famille ayant disparu en fait dans les camps de concentration donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus. Et donc, en fait, en 1992, donc, il y a eu cette bande dessinée d'Art Spiegelman, en 86 et 91, primée en 92, qui s'intitule Maus. Vous voyez Art Spiegelman ici. Et donc, Art Spiegelman, en fait, a parlé de la Seconde Guerre mondiale vécue par ses parents polonais, juifs polonais. Et donc on voit dans la vignette de droite, en fait, Art Spiegelman qui se met lui-même aussi sous la forme d'une souris, hein, parce que les juifs sont dessinés sous la forme de souris dans Maus, se met en scène, finalement, racontant aussi l'histoire de ses parents. Et donc voilà, à la fois on a l'histoire des parents en tant que tels, tout leur parcours pendant la Seconde Guerre mondiale, et on a aussi cette relation qu'il peut avoir avec son père par rapport à comment l'interviewer, essayer de rendre compte de tout ça. Et donc, en partant de ce cadre-là, Marianne Hirsch, en fait, a théorisé en quelque sorte un petit peu tout ça, justement, sur la manière dont les descendants pouvaient porter une mémoire d'événements qu'ils n'avaient pas vécus, et en rendre compte éventuellement dans la littérature, dans les arts par exemple, et puis plus largement aussi comment la post-mémoire en fait, de certains événements était portée par la société tout entière, et dans quelle mesure. Et donc c'est en partant de ce cadre-là en fait qu'on peut avoir une réflexion sur justement le cadre colonial également. Il y a d'autres post-mémoires qui ont été étudiées entre-temps, la post-mémoire de l'esclavage, la post-mémoire des dictatures latino-américaines. Et donc, en même temps, on peut s'interroger sur le fait qu'il pourrait y avoir une post-mémoire également de la décolonisation, de la guerre d'Algérie en France à l'heure actuelle. Alors, et en partant des travaux de Marianne Hirsch, même chose, en posant quelques hypothèses au fur et à mesure, j'ai pu déterminer qu'il y avait deux formes de post-mémoire dont elle rend compte un petit peu à travers certains auteurs qui peuvent être soulignés. La première post-mémoire que je nommerai, c'est la mémoire des cendres, en se basant en fait sur des travaux de Nadine Fresco. Elle parle de diaspora des cendres, Nadine Fresco. C'est une historienne française qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale aussi, et en particulier sur le négationnisme. Et donc, mémoire des cendres et diaspora des cendres, parce que, en fait, pour certains, il y a une impossibilité de retour. Ça m'a évoqué, en fait, pas mal de choses, évidemment, par rapport au cadre de la guerre d'Algérie. Mémoire des cendres, on pourrait dire qu'il y a deux formes de mémoire comme ça qui peuvent être portées. La première, c'est des post-mémoires pieds noirs, justement, qui sont en quelque sorte aussi, pour beaucoup, pas tout le monde évidemment, hein, mais pour une partie des gens, une forme de non-retour possible sur les lieux dans lesquels ils ont vécu. Donc c'est par exemple le cas que l'on peut voir dans cette bande dessinée-là, d'Anne Cibran, dessinée par Tronchet. Et Anne Cibran donc, est une auteure française de romans et pour le coup ici aussi de bande dessinée.
Et dans cette bande dessinée qui s'intitule Là-bas, elle revient sur le parcours de son père, en fait, et à la fois à Alger, là on le voit, à Alger, sous le soleil, donc la couverture jaune, et qui marche fièrement sur les hauteurs d'Alger. Et en fait, sur la rupture qu'a opérée chez lui, en fait, le retour. Et en fait, on s'aperçoit qu'en France, il n'est absolument pas attendu à son travail. On lui trouve finalement un placard, pas plus. Et encore, après avoir beaucoup patienté. Et en fin de compte, il est complètement victime de déclassement social. Et ça contribue ça occasionne chez lui, en fin de compte, un ressentiment qui va peser évidemment au niveau familial. Il va sombrer dans l'alcoolisme également, au fur et à mesure, devenir violent. Et Anne Cibrand donc, rend compte de ça, justement, de son passé douloureux avec son père, qui est un peu voilà, dans cette situation-là. Voilà pour un exemple. Deuxième exemple aussi, Fred Nidart, alors ça, là un peu différent. Donc c'est une bande dessinée également qui s'intitule Des pieds noirs à la mer, et qui là se base sur le début des années 80 à Marseille. Même chose, c'est autobiographique. Et dans Les pieds noirs à la mer, en fait, Fred Nidart raconte son adolescence et le fait qu'il retourne, en fait, qu'il va chez ses grands-parents, il fugue un peu de chez ses parents, il arrive chez ses grands-parents, il s'installe et puis il y a des histoires familiales là-bas. En fait, on s'aperçoit que l'un de ses cousins va se marier avec une Algérienne. Et là, c'est le drame familial. Et donc, au fur et à mesure, on voit justement aussi les relations qu'il peut y avoir, justement, et vraiment montrer cette mémoire des cendres qui peut exister. Notamment, il parle avec sa grand-mère, là, vous pouvez voir sur la page de droite, sa grand-mère et une cousine. Alors c'est un peu le même procédé d'ailleurs que pour... c'est fortement inspiré, on pourrait dire aussi, de Art Spiegelman, parce que les personnages ont tous des têtes d'animaux. Ce n'est pas, entre guillemets, racialisé comme dans Art Spiegelman. Ici, c'est plutôt propre à des personnes en tant que telles. Un de ses cousins, par exemple, a une tête de lion. Une autre de ses cousines, plutôt une tête de cochonne ici, la grand-mère une tête d'oiseau, etc., etc. Et donc, lors de la discussion avec sa cousine et sa grand-mère, il est question, sa cousine dit « moi j'aimerais bien voyager, etc. » Et donc lui dit à sa cousine de manière un peu provocatrice, tu n'auras qu'à aller en Algérie. Et pourquoi tu ne vas pas en Algérie, dit-il aussi à sa grand-mère, l'Algérie, moi, jamais. L'Algérie s'est terminée en 62, khlas, terminé. Donc on voit bien ici la coupure irrémédiable qu'il peut y avoir finalement entre une mémoire portée, si vous voulez, la mémoire de la grand-mère, et en même temps un retour quelque part aussi impossible en Algérie. D'autant plus qu'on peut voir aussi justement sa cousine, le père de cette jeune femme en fait, et lui était plutôt pro-AS. Et donc elle se retrouve au chômage aussi, on peut le voir là sur la page de droite, et en fait elle vient d'écrire à Jean-Marie Le Pen. Là on est vraiment au tout début des années 80 sur la montée du Front National, et Jean-Marie Le Pen qui qui lui a répondu, et elle en est extrêmement fière de ça, et comme quoi effectivement le travail devra revenir aux Français, pour faire simple. Et donc on voit ici une cristallisation d'une mémoire qui devient aussi, se mue en politisation et va dans ce sens-là. Et alors même qu'au cours de la bande dessinée, en fin de compte, on apprend que la grand-mère, qui est raciste, les grands-parents qui sont racistes, finalement côtoient les Algériens au quotidien, vont manger des pâtisseries avec eux, mais ils sont racistes, bien entendu, ils le disent ouvertement. Mais voilà, en même temps, il y a toute la complexité qu'il peut y avoir. Et au-delà même de ça, en fait, on apprend au fur et à mesure que la famille, elle n'est pas simplement pied noir, elle est juive d'Algérie. Et donc, ça fait une mémoire encore particulière qui n'a pas véritablement éclos encore à ce moment-là, mais qui est bien présente. Et en fin de compte, quand la cousine s'aperçoit que la grand-mère était juive d'Algérie, au cours d'un repas où il y a tout le monde, finalement il y a une photo qui sort, et
la cousine s'aperçoit, on lui montre la photo de sa grand-mère en Algérie, finalement là elle s'aperçoit qu'elle était habillée à l'algérienne quelque part. Et donc là c'est le choc, mais mamie, tu es une Algérienne, tu es une Arabe. Et donc en fait on voit que le décalage et la coupure qu'il peut y avoir aussi entre la transmission qui ne s'est pas faite d'une mémoire et ce que les descendants peuvent en faire. Alors, je continue, Benjamin est là, donc mémoire ici, post-mémoire de juive d'Algérie aussi, mémoire des cendres également, notamment qu'on peut lire dans les clés retrouvées. Et donc ici c'est l'excipit du livre, les dernières lignes, le dernier paragraphe que je trouve personnellement extrêmement fort, et dans lequel il montre que finalement lorsque les parents sont partis, ils ont fermé les clés d'appartement, et voilà, c'était une coupure qu'on pouvait deviner irrémédiable. Et en fin de compte, effectivement, Benjamin, lorsque sa mère est décédée donc en 2000, retrouve en fait les clés de l'appartement au fond du tiroir de sa mère, et ce qui montre finalement qu'il y a une mémoire des cendres, c'est-à-dire quelque part quelque chose qui est une coupure irrémédiable, mais en même temps c'est véritablement conservé, avec aussi des objets de mémoire finalement. Ça peut être donc là des clés, ça peut être aussi des photos, des choses comme ça, mais en même temps les personnes savent qu'elles ne retourneront jamais sur les lieux finalement où elles ont vécu auparavant. J'en profite pour souligner que justement par rapport à Marianne Hirsch, c'était aussi le cas, puisque Marianne Hirsch en fait, étant née à Timișoara, étant américaine, ne pouvait pas revenir sur les lieux de son enfance du fait en fait de la guerre froide, pendant très longtemps en tout cas. Donc elle n'y est retournée finalement que très récemment, et pour elle c'était aussi en quelque sorte une mémoire des cendres qu'elle vivait. Alors, très rapidement, je passe sur un témoignage d'un enregistrement que j'ai pu effectuer de Céline Boukafir. C'est un pseudonyme que je l'ai trouvé puisqu'elle tient à garder l'anonymat. Donc elle vit dans le sud-est de la France. Elle a vécu en fait dans une famille très algérienne française. Elle est descendante de pieds noirs. La personne qui m'a mis en contact avec elle est dans la salle. Donc, famille très algérienne française. Son oncle en particulier, même chose d'ailleurs, a été impliqué dans l'OAS. Elle ne sait pas exactement quel rôle il a tenu. Mais donc elle me dit que dans son enfance, elle a vécu l'Algérie française. Au point qu'à 10 ans, il y a une caissière qui lui demande mais tu es de quelle nationalité? Je suis algérienne. Parce qu'elle était tellement algérienne française finalement que pour elle, son pays c'était l'Algérie. Elle n'entendait quasiment que ça finalement chez elle. Et au bout du compte, finalement, arrivée à l'âge adulte, elle a opéré le transfert en quelque sorte. C'est-à-dire que elle, fille de pieds noirs, Algérie française, s'est finalement mariée avec un Marocain, à défaut d'un Algérien, on pourrait dire quelque part. Plus encore, donc, elle s'est convertie à l'islam. Et ça, justement, notamment, elle tient à garder l'anonymat parce que sa famille ne le sait pas. Donc, elle envisage, donc, à un moment donné, elle envisageait de s'installer en Algérie. Et à défaut de faire cela, en fait, notamment aussi par rapport aux relations qu'il peut y avoir entre les Marocains et les Algériens, par ailleurs. Mais elle envisage aussi de réaliser un voyage avec son père, justement, en Algérie. Mais bon, avec des difficultés qu'il y a. Normalement, ce sera peut-être en 2018. Je vais suivre un petit peu l'affaire aussi. Alors, deuxième mémoire des cendres, c'est la post-mémoire des harkis. Donc voilà, ici vous voyez des photographies justement de l'installation, de l'arrivée de harkis dans le sud-est de la France, qui sont arrivés en 62, 63 et même 64. Et notamment par exemple ce camp de la Roque d'Enterron, donc qui est situé près d'Aix. Et donc voilà, ce sont des photos qui m'ont été données par Zora Haric, qui a vécu dans ce camp en fait, jusqu'en 1975. Elle est née, elle, en 1965, un an après l'arrivée de ses parents dans le camp de la Roque d'Enterron.
Et donc on voit ici les photos, la photo d'elle, ainsi avec ses sœurs, et la photo de ses parents qui se situent là-bas. Et donc ici, même chose en fait pour les Harkis, en tout cas pour très nombreux d'entre eux, en fait c'est le sentiment, une réalité aussi hein, pour certains, d'un retour impossible en Algérie, le fait que de toute façon en fait ils vont nécessairement rester vivre ici et pour eux finalement l'Algérie c'est terminé. Malgré le désir de certains éventuellement d'enfants de retourner là-bas, je pense par exemple à Dalila Kershi qui a fait ce travail-là, qui est retourné en Algérie voir ses oncles qui étaient encore là-bas. Et c'est donc une fille de Harki qui tient également à garder l'anonymat, qui me disait finalement que pour elle, en quelque sorte, si l'on veut trouver la manière de vivre des Algériens dans les années 60, il fallait aller voir en fait comment vivaient les Algériens, les Harkis, dans les camps en fait, parce que pour eux quelque part le temps s'est figé en 1962, alors que l'Algérie continuait à évoluer, changeait. Pour eux en fait l'image de l'Algérie qu'ils avaient, c'était l'image de l'Algérie en 1962. Et donc quelque part pour eux en fait, en plus en étant enfermés dans des camps, le temps s'est arrêté quelque part pour eux. Ils ont continué à vivre à l'algérienne, mais finalement, voilà, dans un système clos et duquel ils n'ont pas évolué, sauf finalement avec la deuxième génération, si vous voulez. Alors là, c'est une bande dessinée également, je vais passer rapidement, qui raconte notamment donc, le parcours des parents de Daniel Blancoux, qui a signé le scénario et les images de cette bande dessinée-là. Donc retour à Saint-Laurent-des-Arabes, et ses parents donc, étaient instituteurs dans un camp donc, du village de Saint-Laurent-des-Arbres, d'où le titre. Et donc les parents en fait, ont vécu cela, notamment dans les années 70, ce moment des révoltes en fait, des enfants de Harki en 1975, donc dans les camps. Alors, le deuxième type de mémoire, je vois que le temps passe, je vais essayer de raccourcir. Donc le deuxième temps, en fait, le deuxième type de mémoire que j'ai pu isoler, je l'ai appelé mémoire trouée. C'est en se basant sur les textes d'Henri Asimov, donc, qui est un écrivain français, et qui a donc notamment écrit La mémoire trouée, également finalement par rapport à une mémoire juive, et par rapport également à la Seconde Guerre mondiale, et donc auteur que reprend aussi, que cite aussi Marianne Hirsch. Mémoire trouée, donc là on a deux autres types finalement de mémoires qui sont possibles de voir. La première, c'est la post-mémoire de l'immigration algérienne en France, donc avec ces immigrés algériens dont certains vivent depuis longtemps, évidemment, en Algérie, mais dont le nombre a considérablement grossi au cours, évidemment, des 30 Glorieuses, et même, il passait de 200 000 à plus de 300 000 au cours de la guerre d'Algérie. Avec donc des personnes qui ont travaillé beaucoup, évidemment, dans l'industrie, dans le bâtiment également, les mines aussi, et donc, que l'on peut voir donc, sur l'image d'avant, ici, Vivre au paradis, ce film de Roland Gardjou, ou bien dans cette bande dessinée Demain, Demain, de Laurent Maffre, qui ont vécu pour une partie d'entre eux dans des conditions finalement dures, dans des bidonvilles, des garnis également aussi. Et donc, les enfants portent également cette mémoire finalement voilà, des lieux où ils ont vécu. Notamment donc ici le bidonville de la Folie, donc à Nanterre. Et au bout du compte, la post-mémoire, au fur et à mesure, est ressortie par les descendants, à la fois finalement de l'immigration algérienne et des Harkis aussi. Donc les Harkis déjà, la post-mémoire au moment de la révolte, donc par les descendants en 1975, mais aussi par la marche contre le racisme et pour l'égalité, contre la discrimination, donc la marche de 1983, dite marche des morts parfois. Donc qui a duré d'octobre à décembre 1983, et là en fait on voit aussi
une mémoire qui commence à se forger en quelque sorte par les descendants qui essayent de retrouver leur mémoire. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une mémoire qui est double ici, à la fois de l'immigration algérienne, notamment aussi en se basant sur la mémoire du 17 octobre, par exemple, hein, et mémoire des harkis également. La personne en fait, par qui la marche est née, ayant un fils de harki et ayant contribué finalement à ce que cette marche se déroule. Même chose également, Saïd Maran, mémoire trouée là, de manière forte, avec ce témoignage-là de Saïd Maran, donc c'était en 58 ou en 59. Saïd Maran était un journaliste au point, c'est un parcours de vie assez beau, je trouve aussi. Et donc, en fait, il a écrit ce récit-là, aux éditions Kalman Levy, puisque son père, en fait, une fois il s'était traité de fils de harki, et finalement, ça a été une douleur pour lui, c'était au collège, à l'école. Il est rentré chez lui, il a demandé à son père ce qu'il en était. Et finalement, son père a, au départ, refusé de lui dire quoi que ce soit. Et puis, au bout du compte, finalement, il a commencé à lui livrer un petit peu son témoignage. Et en fin de compte, il s'aperçoit que son père, était au Front de Libération Nationale. Et donc, il commence un tout petit peu, et malheureusement, en fin de compte, son père est décédé très vite. Et donc, il n'a jamais pu consigner, il ne sait pas exactement. Et donc, pour beaucoup, en fait, d'enfants aussi, de personnes impliquées dans le FLN, tout ça, il n'y a pas véritablement de mémoire qui se transmet. Donc, c'est une mémoire, en quelque sorte, du vide, une mémoire trouée. C'est également le cas pour les enfants de la guerre, les enfants des appelés du contingent et les enfants de militaires de carrière. Donc ici, c'est le témoignage de Nicole, enseignante, née en 63 à Saint-Étienne, présente dans la salle, je vais essayer de ne pas faire d'impair, et qui, donc, au décès de son père, en fait, apprend que, elle sait que son père est dans la Légion étrangère. Elle a vécu toute son enfance, son père chauffeur de poids lourd, mère ouvrière textile à domicile, donc toute son enfance, elle a vécu avec la Légion étrangère, les chants de la Légion étrangère, les couleurs de la Légion étrangère au cours des repas de famille, etc., etc. Donc, une omniprésence, finalement, de cette Légion étrangère. Quelque chose de lourd. Au départ, elle reprend tout ça à son compte, hein, en tant qu'enfant de fille de son père, elle chante les chants, etc., etc. Et puis, au bout du compte, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment un rejet qui se passe, enfin, évidemment, il y a un rejet qui se passe, et donc elle côtoie un Marocain, si mes souvenirs sont bons, Tunisien, pareil, pardon. Donc un Tunisien, et voilà, bref, elle fait sa vie. Finalement, au bout du compte, elle s'aperçoit que son père, elle ne connaît rien sur le parcours de son père. Et son père décède en fait à peu près à la même période, d'ailleurs l'année dernière, donc ça fait 1 an maintenant. Et moi j'ai commencé à connaître Nicole, et puis justement je me parlais du parcours de son père, de m'entretenir avec elle. Finalement je l'ai fait au mois de janvier, et au bout du compte finalement, donc, elle n'a strictement rien comme archive de son père, et elle ne sait rien sur le parcours de son père. Et finalement, après l'entretien qu'on a ensemble, elle écrit aux archives de la Légion étrangère qui lui répondent qu'il n'y a pas de trace de son père. Bon, et finalement, les archives de la Légion étrangère lui demandent d'écrire à Pau, aux archives militaires, et les archives militaires lui renvoient en fait un papier comme quoi en fait son père était appelé du contingent. Ouais. Donc là, en fait, il y a une sorte d'énorme trou, un énorme vide, au point que finalement, on ne se connaît même pas le parcours de ses propres parents, quoi. Et donc finalement, elle s'est aperçue que finalement, elle a vécu avec 50 ans de mensonges. Voilà. Donc, enfant de la guerre, voilà notre parcours aussi. Je suis désolé, je passe, du coup, parce que je crois qu'il faut vraiment que j'avance. Et enfant de la guerre, c'est une bande dessinée de Grégory Jarry et Autoté, Petite histoire des colonies françaises. C'est un ensemble, un beau pavé en fait, hein, qui reprend un peu la manière des Shadocks et un peu la manière aussi de Il était une fois l'histoire, de manière très humoristique finalement, toute cette histoire-là. Et donc en fait, Grégory Jarry ici
Donc il dit la guerre d'Indochine c'était bien, mais la guerre d'Algérie c'était quand même un cran au-dessus. Dans la famille, on a tous quelqu'un, un grand-père, un père ou un grand-oncle qui l'a faite. Et quand on débouche une bouteille de rouge au dessert, à l'occasion, il y a toujours une nouvelle histoire à raconter. Parfois le tonton s'arrête, nous regarde au fond des yeux, la gorge nouée, rien ne peut plus sortir. Que lui arrive-t-il? Et en fin de compte, ça, pour le cas du grand-oncle, c'est le cas de Grégory Jarry. Donc voilà, en conclusion, enfin, donc finalement, ces mémoires blessées, pour reprendre le propos de Benjamin tout à l'heure, finalement perdurent. On le retrouve, vous voyez ici, dans cette même page, en fait, dans une autre page de Grégory Jarry au Toté, le texte dit donc, à comparer les chiffres, on s'en était pas si mal tiré. La guerre avait fait 20 000 morts côté français et près de 500 000 côté algérien. Une page de notre histoire se tourna. Toute une génération d'appelés fit des repas d'anciens d'Algérie. Ça leur faisait du bien d'évoquer des souvenirs entre eux. Pour faire acte de mémoire, nous avons amnistié les anciens de l'OAS et au fil du temps, ils furent réintégrés dans leurs fonctions militaires avec honneur et médaille. Aujourd'hui, ils vont bien, les blessures se sont refermées. Et en fait, on voit, justement, c'est sur ces anciens de l'OAS, là, voilà un papy et une mamie au coin du feu, mais avec des affiches de l'OAS un peu partout. Donc évidemment, c'est une caricature, hein, ça doit être pris comme tel, mais on voit bien que cette mémoire, en fait, continue d'être portée, et non seulement portée, mais transmise aussi. Donc voilà, transmise, voilà, avec éventuellement des opposés, finalement, qui peuvent, au fur et à mesure, des oppositions qui peuvent se cristalliser. J'ai repris ce dessin de Cabu, donc, publié dans les arènes donc, en 2010, avec Jean-Marie Le Pen, donc une transmission familiale aussi, hein, évidemment. Et donc ici, à l'imam, qui ressemble un peu à l'imam Roménie. Et donc voilà, en tout cas, on peut voir ici, si vous voulez, qui figure un peu l'islamiste, si vous voulez. Et donc dans cette cristallisation mémorielle, on peut penser finalement que pour une partie faible, mais néanmoins forte, de ces personnes, il y a des cristallisations mémorielles comme ça qui peuvent se jouer. En fait, je vais éviter de théoriser, peut-être pour conclure, il me reste 2 minutes ou pas? Ou il faut vraiment que je... 2 minutes. Donc c'est Clarisse Buono qui a fait en fait une thèse sur les post-mémoires, enfin sur les mémoires et les post-mémoires des pieds noirs en France. Et donc elle établit qu'en fait qu'il y a une sorte de triangle, si vous voulez, des post-mémoires. Donc avec à la fois une mémoire totalement individuelle, c'est-à-dire que les gens, en fin de compte, s'échappent de ces mémoires-là, ne tiennent pas compte et font leur propre vie. Il y a une partie, en fin de compte, de mémoires en fait, qui ne sont pas transmises, et les personnes s'en remettent, en quelque sorte, à la mémoire collective, historique, telle qu'elle est transmise aussi par le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Et il y a une mémoire, par contre, une mémoire communautaire, très forte, qui va se transmettre de génération en génération. C'est ce qu'on pourrait voir ici, si vous voulez, en dehors simplement du cadre pied noir, évidemment, hein, mais dans les différents types de mémoire. Et au bout du compte, finalement, une partie aussi des personnes qui, au sein de ce triangle, évoluent quelque part et essayent, bon an, mal an, finalement, d'essayer de trouver un équilibre quelque part entre leurs racines, ce qu'ils vivent, ce qu'ils apprennent à l'école, et puis leur propre vie. Et donc, voilà, en tout cas, on essaye d'osciller à des niveaux divers, je pense, entre ces différentes post-mémoires qui peuvent se transmettre selon les catégories initiales. Voilà, en tout cas, pour véritablement terminer, pour apaiser les mémoires et les post-mémoires, donc il y a évidemment que le dialogue qui est possible, dialogue entre le nord et le sud de la Méditerranée, dialogue évidemment aussi entre les porteurs de mémoire. Pour ça, évidemment, l'enseignement est capital au niveau du ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale, pardon. Et donc ici, notamment par aussi des projets qui peuvent naître au sein, par le fait que des classes ici de lycéens viennent aujourd'hui, par exemple, et également prendre en compte une dimension européenne, me semble-t-il, puisque ce que l'on vit en France se ressent également dans d'autres pays européens
pour d'autres cas de décolonisation, s'est porté et qu'il y a une circulation des mémoires, en fin de compte. Et je suis fermement convaincu que, justement, aussi, cette dimension, finalement, de société postcoloniale est une dimension essentielle, en fin de compte, de notre société européenne, voilà, quasiment globale, en tout cas sur l'Europe de l'Ouest, et que c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir et penser, finalement, pour aller dans un sens d'apaisement des mémoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tramor, pour ton exposé. J'engage maintenant la salle à poser des questions à Tramor pour approfondir ses dires. Qui veut poser la première question? Monsieur? Dédé Jutelier, membre du conseil d'administration de l'EPHR. Je voudrais simplement signaler que ce n'est pas 20 000 morts qu'il y a eu côté français, donc pour rétablir la mémoire, disons que c'est 30 000. Vous avez tout à fait raison. C'est pas moi qui suis l'auteur du texte, voilà, il aurait fallu que je précise, effectivement, mais vous avez raison. De toutes les manières, on va revenir cet après-midi sur cette question. Une autre question? Monsieur? Bonjour. Donc j'ai compris que les mémoires trouées, c'était les mémoires qui étaient mal divulguées, mais j'ai pas trop compris la notion de mémoire des cendres. La mémoire des cendres, en fin de compte, ce que l'on peut désigner comme tel, finalement, c'est l'impossibilité de revenir sur les lieux où on a vécu, sur ce que l'on a vécu, et en fin de compte, c'est une coupure irrémédiable, en fait, entre le passé des parents, et ou même pour les personnes qui ont vécu enfant, finalement, l'impossibilité de revenir, ou dite impossibilité, hein, parce que pour certains, ils ont totalement la possibilité, mais c'est trop fort pour eux, quelque part. Et ils se disent, en tout cas, pour certains d'entre eux aussi, que c'est impossible. Et donc, en fin de compte, ils vivent avec une idée de ce qu'était l'Algérie, mais au bout du compte, ils ne sont jamais retournés là-bas, ils ne sont jamais allés là-bas, pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Et finalement, ils vivent simplement avec une idée, parfois une idéalisation aussi, justement, de ce que pouvait être l'Algérie. Et donc, c'est ça, cette mémoire des cendres, en fait, c'est voilà, les cendres, vous voyez, c'est ce qui n'est plus. Donc on vit encore avec quelque chose, mais c'est quelque chose n'existe plus finalement. Et parfois ça peut être quelque chose, j'ai pas mis de certaines images, mais parfois ça peut être une mémoire qui est obsédante. Donc dans certaines bandes dessinées par exemple, et certains autres témoignages aussi, des personnes racontent comment finalement dans tous les repas de famille, l'Algérie à un moment donné revient, et là c'est comme les gens pleurent, les gens... voilà, il y a en quelque sorte ces fantômes-là, si vous voulez, de l'Algérie qui sont présents et qui envahissent tout en quelque part, qui empêchent les gens de vivre et voilà, qui sont extrêmement durs. Et donc ça, il faut imaginer c'est ce que peuvent vivre aussi tout simplement des personnes en exil en quelque sorte. Hein. Voilà, des exilés pour qui le retour est impossible et qui finalement vont idéaliser aussi ce pays originaire là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Monsieur. Madame. Henri Pouillot, président de Sortir du colonialisme, ancien appelé de la guerre d'Algérie et membre du bureau de l'ARAC. Je crois que pour l'apaisement des mémoires, il me semble qu'il y a aussi un problème de fond à aborder, c'est la question de la responsabilité de l'État, du silence de l'État sur la reconnaissance des crimes commis en son nom, que ce soit les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou les crimes d'État comme le 17 octobre, etc. Tant que ces crimes n'auront pas été reconnus comme tels
et faits font que les mémoires ne peuvent pas non plus s'apaiser concrètement, et c'est une obligation rapide à obtenir dans ce domaine. Madame Simone Ayache. Qu'en est-il du silence à propos d'un groupe des Français d'Algérie qui ont participé à la lutte d'indépendance? Ce silence m'interroge énormément. Un silence de la part de l'Algérie elle-même, bien sûr, et silence encore plus extraordinaire de la France. Il semblerait que ces gens-là soient doublement punis d'avoir participé à cette guerre d'indépendance. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, et je pense qu'on n'a jamais vraiment creusé ce problème, même si ce nombre n'était pas important, il était éloquent. Et il compte beaucoup. Il devrait compter dans la mémoire. Peut-être que ça permettrait à cette guerre, à ce récit, de devenir un peu moins caricatural et culpabilisant. Alors pourquoi l'étouffer? Merci madame. Est-ce que vous pouvez poser des questions plus concises, s'il vous plaît? Bonjour, alors je me suis reconnue effectivement dans ce travail de poste de mémoire, effectivement, et en ce qui me concerne, descendante d'un père colonialiste, je me suis aperçue que je faisais partie des deux types de mémoire, cendre et trouée. Donc, mais ça donne des choses intéressantes puisque je suis là aujourd'hui et devenue, grâce ou à cause de ce genre de passé traumatisant qui a quand même bousillé en grande partie mon enfance et une grosse partie de ma jeunesse, même si je me suis mariée avec un Tunisien, qui n'a pas été le déclenchement du militantisme, mais ça donne quand même des gens qui militent et qui font un travail de mémoire. Donc je tenais à le préciser. Donc si je suis là aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années je milite, c'est grâce et à cause d'un passé vraiment pourri et d'une guerre pourrie et d'un colonialisme pourri comme tous les colonialismes. Donc aujourd'hui je suis vraiment militante anticoloniale et anti-impérialiste et je le revendique haut et fort, j'ai plus peur de le dire, même si on se moque de moi. Donc c'est tout. Ah oui, une petite parenthèse, je voulais dire au monsieur tout à l'heure, mais ça ne concerne pas Tramor parce que je dois partir tôt, c'est que je suis militante à l'ACA, à agir contre le colonialisme aujourd'hui, et le président est Talbot Liechti, et non pas en descendant ou de Léodia. Mais c'est pas grave parce que je savais très bien que j'allais le dire à un moment donné. Voilà, c'est tout, et c'est dommage parce que je dois partir à 11h et je le regrette vraiment parce que là, c'est vraiment intéressant. Jacques Pradel, le président de l'association des bilans progressistes de Lausanne. Oui, dans ces questions de post-mémoire, il y a, et donc la mémoire est descendante, il y a aussi, et je crois que ça commence à être bien documenté, le retour des enfants vers l'Algérie. Et là, tu n'en as pas beaucoup parlé. Je pense, tu vois, ce truc formidable, l'Algérie c'est beau comme l'Amérique. Oui, c'est typiquement ça. Oui, tout à fait. À la rigueur, je peux essayer de répondre aussi justement aux différentes interventions. Bon, première chose, effectivement, je crois que l'exigence de vérité, en fait, contribue aussi, évidemment, à apaiser les mémoires aussi. Voilà, même s'il ne faut pas que ça devienne envahissant non plus, mais en même temps, c'est une exigence de vérité qui doit être présente. Donc, effectivement, on a besoin de savoir l'histoire pour pouvoir l'écrire, pour pouvoir apaiser les mémoires. Tout à fait. Pour répondre à madame,
effectivement, ça, finalement, là, j'ai axé sur deux mémoires traumatiques, en quelque sorte. Hein. Je pense que pour, finalement, un certain nombre de petits groupes de personnes, encore que, c'est un peu moins traumatique, effectivement, pour les pieds noirs. Alors, ça fait longtemps que je travaille avec Jacques, qui est l'association des pieds noirs progressistes, et de leurs amis. Et donc, du coup, c'est pas des personnes que j'oublie du tout, je crois. Là, j'en parle pas, effectivement, parce que c'est un peu, effectivement, à côté du propos, parce que je pense que là, c'est pour le coup moins une mémoire traumatique, puisque finalement, les personnes qui ont pris, les pieds noirs qui ont pris parti, en fait, de l'indépendance algérienne, quelque part, aussi, finalement, dans leur mémoire, ils appartiennent aussi un peu, finalement, au camp des vainqueurs. Enfin, désolé de caricaturer, hein, mais finalement, l'Algérie est devenue indépendante, donc finalement, il n'y a pas de traumatisme, finalement, mémoriel à transmettre cette mémoire-là. Donc, du coup, effectivement, ça se fait plus facilement, et voilà, c'est moins une mémoire trouée ou moins une mémoire des cendres. Et effectivement, en fait, pour un certain nombre de personnes, dont les pieds noirs progressistes, justement, et quelques autres, effectivement, depuis un certain temps, il y a des phénomènes d'aller-retour en Algérie qui sont présents. Alors, j'ai pas accès véritablement, vous avez vu, il y a quand même pas mal de bandes dessinées en fait dans ce que j'ai pu présenter, parce que j'ai pas mal travaillé aussi sur les postes-mémoires par rapport à la bande dessinée. Et en fin de compte, notamment voilà, l'histoire des bandes dessinées par rapport à la guerre d'Algérie. Donc c'est un travail en cours là aussi. Puis en particulier donc les postes-mémoires de la guerre d'Algérie dans la bande dessinée. Donc il y a une petite dizaine en fait d'albums de bande dessinée qui concernent les postes-mémoires en tant que tels. C'est-à-dire comme Daniel Blancou là par exemple qui parle de ses parents. Voilà. Et effectivement, quand j'ai regardé en fait cette petite dizaine de bandes dessinées qui concernent les postes-mémoires, je me suis aperçu que la très grande majorité, ce sont des postes-mémoires de pieds noirs. Et en fin de compte, avec effectivement des phénomènes d'aller-retour. Et la bande dessinée l'Algérie, c'est beau comme l'Amérique, est sortie la même année qu'une autre bande dessinée qui s'appelle Petit-fils d'Algérie. Et en fin de compte, quand on lit les bandes dessinées, elles sont tout à fait similaires au niveau du fond. Ça raconte les mêmes choses, les mêmes interrogations finalement de ces descendants de pieds noirs, qui font le même voyage initiatique en quelque sorte en Algérie, et finalement qui retrouvent en quelque sorte les mêmes choses là-bas. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant de lire ça, mais c'est vraiment propre, je crois, surtout en fait aux pieds noirs justement. Merci pour cette réponse. Je demanderai... ça sera très court. Hein, voilà. Donc, Jacques Arel s'appelait psychanalyste. Donc, dans une conversation que nous avons eue avec toi, j'avais parlé de transmission, c'est-à-dire que ça n'a pas tout à fait à voir avec la guerre d'Algérie, mais tout de même avec les traumatismes. C'est-à-dire que ça passe une génération. C'est-à-dire que c'est la troisième génération qui écope des saloperies du grand-père ou des grands-oncles. Votre question, c'est-à-dire que, en fait, simplement, je veux participer au débat. C'est très court, donc je vais faire court. Donc, deux psychanalystes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, Abraham notamment, disaient que ça, c'est la crypte. Il se passe, et je pense à la dame qui est intervenue tout à l'heure, que ça saute une génération et sans que rien se dise. Et à mon avis, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut parler. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je sais pas, un mot non, tout à fait, effectivement. Ouais. Et avec justement la difficulté importante qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que personnellement, je suis historien, pas psychanalyste, effectivement. Mais la difficulté en fait à dire que certains traumatismes vécus par les descendants sont dus à la génération, à deux générations au-dessus, alors même que ce sont des problèmes sociaux, on va dire, importants dans la société actuelle, c'est difficile en fait, ça peut être difficile de justifier cela effectivement par... en tout cas, on peut ne pas le voir de prime abord, mais effectivement, je pense que la psychanalyse a bien montré, je pense que ça saute les générations effectivement aussi. De toute façon, ça se transmet par le non-dit, voilà, mémoire trouée. En fait, il y a des non-dits qui se transmettent, qu'on ne voit pas, mais qui se répercutent après, effectivement. Et donc, voilà, des choses qui sont effectivement très traumatiques de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Tramor.